Bonsoir à tous, bienvenue dans Plus d'Actu. La région bruxelloise va-t-elle s'enfoncer un peu plus encore dans la crise? David Leister, le formateur du gouvernement bruxellois, pourrait jeter le gant demain. La situation semble en tout cas à l'heure qu'il est inextricable. Alors comment en est-on arrivé là? Qui sont les responsables? Quel sera le nouvel horizon politique demain? Autant de thèmes que nous allons aborder ce soir avec nos invités. Voilà, des invités que je vais vous présenter tout de suite, en commençant par vous, Pascal Delwitt, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes politologue à l'ULB, et puis j'ai le plaisir d'accueillir aussi Steven Van Gaert, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes journaliste politique à Bruges. Alors, une question tout d'abord pour vous deux. J'avais eu le plaisir de vous recevoir fin du mois de décembre. À l'époque, vous disiez, Pascal Delwitt, il faut un gouvernement fin janvier, début février, c'est une nécessité. Même tonalité pour vous, Steven Van Gaert. On n'en est pas là aujourd'hui. Quel est votre constat aujourd'hui, Pascal Delwitt, constat d'échec? Alors je dirais deux constats en préalable. On en est loin d'avoir un gouvernement pour l'instant. Et deuxièmement, c'est un constat préoccupant pour la démocratie bruxelloise. On note dans toutes les enquêtes que la confiance dans les institutions, la confiance dans les exécutifs, dans les pouvoirs législatifs recule. Et donc cette situation ne va certainement pas racinérer nombre de citoyens. Oui, alors vous partagez le même constat, Steven? Oui, tout à fait. On voit que les défis sont énormes à Bruxelles au niveau budgétaire, mais aussi en ville. On voit quand même à Anderlecht, par exemple, ce qui se passe là. C'est pas une vision optimiste qu'on a sur la ville. Donc il faut un gouvernement pour gérer tout ça. Alors on va l'évoquer dans le détail, mais est-ce que vous imaginez aujourd'hui, Pascal Delwitt, un scénario de sortie de crise? Ouais, je pense qu'il peut y avoir un scénario de sortie de crise. C'est pas facile, donc on n'a pas à donner des leçons ou à expliquer. Mais il peut y avoir un scénario de sortie de crise, mais ce scénario ne peut intervenir, de mon point de vue, que s'il y a un réel recentrage sur Bruxelles, une région négociée par les édiles bruxellois. Et quoi, c'est pas le cas selon vous aujourd'hui? C'est trop peu le cas à mon estime. Il y a un tropisme de l'Arizona qui pèse sur la formation du gouvernement bruxellois et donc ça affecte la possibilité d'atteindre un accord. Ça veut dire que quoi, selon vous, il y en a certains qui, hors Bruxelles, tirent les ficelles? C'est pas qu'ils tirent les ficelles, c'est pas quelque chose de caché, c'est quelque chose de visible. Il est clair qu'il y a des acteurs non bruxellois qui appellent d'ailleurs à d'autres acteurs non bruxellois à trouver une solution pour Bruxelles. Donc il y a un tropisme non bruxellois qui agit sur la formation du gouvernement. Vous pensez à qui, et par ailleurs, on observe par ailleurs que le gouvernement fédéral a lui-même un tropisme d'intervention sur la région de Bruxelles-Capitale. Quand vous avez le gouvernement fédéral qui veut légiférer sur les zones de police, quel que soit l'avis qu'on puisse avoir, sans qu'il y ait un Bruxellois qui ait eu son mot à dire, il est clair que vous avez là une forme d'interventionnisme inédite pour la région de Bruxelles-Capitale. Oui, et pour citer des noms, les interventionnistes, c'est qui, Pascal Delwitt? En particulier, un certain nombre de partis qui sont présents dans l'Arizona. Très clairement, l'EMR, le président du EMR appelle d'ailleurs son correspondant socialiste Paul Magnette à négocier avec lui et à rentrer dans la RAN. C'est également le cas de la NVA. Donc voilà, c'est pas un secret, c'est visible et clair, je dirais, presque aux yeux de tous. Et d'une certaine manière, c'est affirmé. Donc c'est le choix du EMR, c'est un choix qu'il peut avoir, mais c'est un choix qui pose un certain nombre de difficultés. Oui, et pour vous, Steven Van Gaert, on va vers où selon vous? La question de savoir si ça va beaucoup changer, si on ressente sur Bruxelles. Je pense que M. Delwitt a raison qu'il y a trop d'influence pour l'instant du niveau fédéral. Mais il faut quand même aussi voir que pour l'instant, à Bruxelles, il y a beaucoup de vétos qui jouent et que si ça ne change pas, et ce sera toujours difficile de trouver une solution. Donc il faut que les partis lèvent leur veto ou leurs alliances, parce qu'il y a aussi l'OPVLD qui s'est scotché la NVA. Si ça reste le cas, ce sera très très difficile de trouver une majorité néerlandophone, francophone ensemble. Oui, alors en tout cas, c'est sûr que pour trouver une solution, David Leister a lancé un dernier round de négociations il y a quelques jours, des négociations dites de la dernière chance. Écoutez-le sur notre antenne dans l'émission Bonjour Bruxelles, c'était le 10 février.
je me suis auto-mis une deadline en réalité. C'est ce que le roi fait régulièrement. Ça fait 8 mois que j'essaye, ça fait 8 mois où vous connaissez toutes les difficultés. Et donc ici, on rentre dans une dernière phase aussi un peu plus médiatisée. Parce qu'il faut reconnaître qu'il y a beaucoup de contacts qui sont pris évidemment depuis des semaines, depuis des mois, mais qu'il n'y a pas une caméra à chaque fois derrière, comme Bart De Wever l'avait quand il arrivait au Parlement, quand il arrivait au Palais. Donc ici, on va quand même montrer aussi tout le travail qui est fait. On va refaire une partie. Mais il y a une deadline et les gens savent, les acteurs politiques savent que dans 2 semaines, si ça n'a pas marché, j'en tirerai les conséquences. Ça veut dire quoi, j'en tirerai les conséquences? Ça veut dire que, sauf s'il y a une percée quelque part, il est très fort probable que je fasse un pas de côté et que alors ce soit quelqu'un d'autre qui doit essayer de reprendre ce rôle. Ça veut dire que vous sortirez des négociations? Ça veut dire qu'éventuellement le MR sortira des négociations ou pas? C'est bien résumé, oui. Alors le pas de côté, il est inévitable, vous pensez, Pascal Deluit. Certains ont mis en cause la méthode de David Leyster. Est-ce que vous la mettez en cause aujourd'hui? Ouais, je ne mets pas spécialement en cause la méthode de David Leyster. Il y a des choses qui sont étonnantes, mais on voit qu'il y a une évolution des codes dans la vie politique, donc il faut être ouvert à ça. Qu'est-ce qui est étonnant pour vous? Je crois qu'il y a des modalités de négociation qui sont surprenantes. C'est-à-dire qu'on ne négocie pas par communiqué de presse, par présence dans les médias, je vais inviter ceci sur base de cela. Si vous voulez atteindre un accord, moins c'est public en général, plus c'est facile d'atteindre l'accord. Mais voilà, ce qu'il faut dire, c'est que David Leyster, comme les autres, mais David Leyster comme formateur, hérite d'une situation difficile, c'est-à-dire un paysage électoral fragmenté, plus fragmenté que d'habitude dans le spectre francophone, beaucoup plus fragmenté que d'habitude dans le spectre néerlandophone. Donc il y a des difficultés objective. C'est par ailleurs une expérience nouvelle pour lui, une expérience qui était déjà ancienne pour le MR, donc c'est vrai que c'était difficile au départ. Après, encore une fois, il est partiellement prisonnier d'un certain nombre de demandes de son président. Oui, comme par exemple comme par exemple le fait que la NVA doit être présente, ça c'est tout à fait évident. On sait depuis des semaines que ça pose une difficulté majeure. Voilà, je ne dis, mon point n'est pas de dire elle doit l'être ou elle ne doit pas l'être. Ça, c'est aux acteurs politiques de le décider. Mais c'est une difficulté objective qu'on connaît maintenant depuis des mois. La chose ne bouge pas depuis des mois autour de cette difficulté objective. Comme au départ, il y avait une difficulté objective. Le CDNV voulait évacuer l'Open VLD de la négociation. Donc c'est aussi une des raisons de l'attitude de M. De Gucht aujourd'hui. Donc voilà, je crois qu'à un moment donné, il faut, si je peux me permettre de quand même donner une petite leçon, il faut revenir aux fondamentaux. C'est-à-dire, l'électeur s'est positionné et maintenant on attend des acteurs politiques qu'ils fassent leur part, c'est-à-dire atteindre un accord de gouvernement, encore une fois dans des conditions difficiles, compte tenu de la fragmentation, compte tenu bien évidemment des règles institutionnelles et du paysage institutionnel de Bruxelles, mais ça fait partie de leur devoir. Oui, alors Steven Van Gaert, de votre côté, vous avez parlé de veto tout à l'heure des uns et des autres. S'il fallait dégager des responsabilités, vous pointeriez qui, vous, aujourd'hui? Ceux qui ont mis des vétos d'abord, je pense d'abord... Donc le Parti Socialiste. D'abord peut-être le MR, qui a dit pas avec le Team Fouad à Hidar, ça ils ont dit, donc ça complique déjà. Et puis le PS... Oui, c'était pas le seul. C'était pas le seul, c'est vrai. Même au sein des néerlandophones, il y avait des vétos. Et puis le PS qui dit pas avec les NVA. Et là, je trouve quand même assez incompréhensible que le PS ne veut même pas se mettre à table avec la NVA. Je comprends qu'il y a beaucoup de difficultés pour le PS de gouverner avec la NVA, mais on peut quand même essayer de parler. Et ça, je trouve quand même spécial dans cette situation-ci que ça n'a pas été fait. Et puis, c'est ce que je disais avant, il y a aussi le fait que l'OpenVLD et la NVA se sont scotchés. Et nous, on se demande pourquoi. Pour moi, c'est l'énigme de cette formation. Pourquoi est-ce que l'OpenVLD ne veut pas lâcher la NVA? Et c'est pas clair. Oui, c'est une énigme pour vous aussi. Je ne suis pas dans la tête de M. De Gucht, mais il est clair que depuis le début, il y a une tension spécifique entre le CDNV et l'OpenVLD à Bruxelles. Je parle à Bruxelles. C'est assez clair que le CDNV a voulu dégager l'OpenVLD. Je crois que là, on est dans l'optique inverse maintenant. Mon hypothèse, mais c'est qu'une hypothèse, c'est que c'est moins un scotchage OpenVLD-NVA que laisser le CDNV en dehors de la démarche.
Après, bon, il y a aussi un travail de la famille libérale. Certes, l'Open VLD n'est pas au gouvernement fédéral, mais on voit bien qu'il y a quand même un axe Open VLD-MR aussi, et que c'est un élément à prendre en considération. Oui, alors, c'est vrai que le CDNV, pendant très longtemps, a dit non, mais il y a eu une ouverture il y a quelques jours en disant le CDNV est peut-être prêt à entrer dans une majorité. Ça débloquait la situation. Ça a été salué par les socialistes en disant on va peut-être même pouvoir dégager un 4e secrétaire d'État. Et puis patatras, fin de non-recevoir de l'Open VLD. Ça a été un étonnement pour vous, Pascal Delouit? Alors un étonnement, oui et non. Donc non dans une certaine mesure parce que il y a un levier institutionnel, donc il y a un levier politique et institutionnel. Oui, parce que d'une part, il allait recevoir le valet de pique, comme on dit, donc, et d'autre part, à un moment, je pense qu'il faut revenir au monde de la vie réelle. L'Open VLD, c'est 2 sièges au Parlement bruxellois. 2 sièges alors qu'on sait que 45% de l'électorat ne vote pas, que si cet électorat votait, on aurait des résultats différents pour les partis néerlandophones. Donc voilà, je reste étonné de l'ampleur du veto et du levier que mobilise M. De Gucht par rapport à ce que pèse réellement le parti dans la vie politique communale et régionale. Oui, alors poids démesuré de certains partis flamands, c'est ce qu'on a entendu à plusieurs reprises, Steven Van-Gart. À un certain moment, il y avait un risque pour l'OPVLD d'être viré de la majorité, qu'il y aurait une coalition Arizona avec Groen. Et ça, c'était la crainte de l'OPVLD. À ce moment-là, ils ont décidé d'offrir cette commissaire du gouvernement, de ne pas prendre un poste au gouvernement. Mais pour le moment, ce risque n'est plus là. Et donc, l'OPVLD peut avoir un ministre au gouvernement, mais il préfère rester avec la NVA. Et ça, je ne comprends pas. Là, je ne comprends pas pourquoi l'OPVLD ne lâche pas la NVA. Oui, on va entendre, si vous voulez bien, Steven De Gucht, le chef de file de l'Open VLD ici à la ville de Bruxelles et à la région bruxelloise. Et dans la foulée, on entend aussi la réaction de Karine Lallieu, la socialiste, par rapport à cette situation. On n'a pas construit cette majorité en 5 minutes. Ça nous a pris 5 mois. On a testé toutes les options et la seule option qui restait à la fin, c'est l'option de la coalition actuelle. Donc il n'y a pas d'autre solution que cette coalition, ce préaccord de coalition avec la NVA à l'intérieur? Non. Et 4 partis? Exactement. Ouais. Vous ne changerez jamais d'avis? Il ne faut jamais dire dans la vie qu'il ne faut pas changer d'avis, mais sur ce point-ci, je ne vois aucune raison pour changer d'avis. Quand l'Open VLD ne souhaite pas quelque chose, on le respecte. Quand le PS ne souhaite pas quelque chose, on ne le respecte pas. Il faut quand même savoir, et il ne faut pas 2 poids, 2 mesures. Quand le MR ne voulait pas la majorité de Elke van den Brand, quand elle a dit la liste Fouad Haïdar, eh bien, là, il a été respecté dans son veto. Et moi, la question que je me pose, c'est où est Madame van den Brand? Elle est aussi formatrice. Elle est formatrice et elle pourrait réunir les néerlandophones avec le CDNV pour voir s'il n'y a pas une solution alternative. Aujourd'hui, elle s'accroche à une solution qui n'existe que virtuellement. Parce qu'il faut créer un commissaire de gouvernement pour l'Open VLD en plus. Donc ça ne va pas. Donc ça ne va pas, on voit bien, là, les positions sont plus tranchées que jamais, Pascal Delouit. On ne voit pas du tout vers quoi on pourrait aller. Non, on ne voit pas. C'est-à-dire, encore une fois, on peut répondre de 2 manières. D'une certaine manière, oui, on voit ce qu'on pourrait avoir. Ce n'est pas un mystère. Dans le rôle linguistique néerlandophone, le CDNV, l'Open VLD, Vooruit et Groen. Et dans le rôle linguistique francophone, le MR, le PS et les engagés. Voilà, c'est tout à fait possible. Je crois que les acteurs francophones sont ouverts aux secrétaires d'État complémentaires. Mais d'un autre côté, on l'a encore entendu dans le chef de Frédéric De Gucht, il n'y a pas cette volonté et pour l'instant, Elke van den Brand ne s'est pas non plus positionné par rapport à ça. Donc, oui, et donc justement, Karine Lallieu soulignait la relative absence d'Elke van den Brand, qui est aussi négociatrice. Est-ce que ça vous étonne également le peu de réactivité d'Elke van den Brand ces derniers jours? Je crois qu'il faut avoir 2 points de vue. Le premier, c'est qu'on ne lui a pas facilité la vie. C'est-à-dire, peu de gens lui ont facilité la vie depuis les élections du 9 juin. Et notamment les partis francophones qui ont reporté
l'application de l'ALES pour certains véhicules, comme reporté pour les taxis. Donc, il n'y a eu aucun cadeau qui a été fait à Elke van den Brandt. Elle a elle-même été en difficulté dans les négociations, notamment avec le CDNV. Le MR lui a dit pas le team foi d'Haïdar. Donc, elle-même a subi, je dirais, un corset assez dur. Cela dit, maintenant, ça fait plusieurs semaines qu'on est quand même très étonné par son silence. C'est quand même le premier parti du rôle linguistique néerlandophone. On voit bien qu'il y a un blocage aussi au sein du rôle linguistique néerlandophone. C'est elle qui a la main, donc on devrait quand même un petit peu l'entendre, je pense, maintenant. Oui, et selon vous, cette volonté de réunir les 4 partis qui ont scellé un accord de gouvernement côté flamand, comme le dit Steven de Gucht, oui, avec la NVA, oui, donc ça ne changera pas, selon vous ? Non, je pense que 2 choses. D'abord, que Elke van den Brandt a bien compris que l'OPVLD ne va pas facilement lâcher la NVA. Et donc, si les deux parties sont liées, il n'y a pas vraiment beaucoup de solutions. 2, elle a aussi essayé avec le CDNV pendant l'été, des semaines à essayer, et ça n'a pas réussi. Donc, pour elle, cette piste, c'est fini. Et 3, quand on a formé une majorité, je pense que c'est beaucoup plus difficile d'après de le démonter. Elle est là, cette majorité, et c'est pas facile. Donc il y a des accords, et je pense que pour Elke van den Brandt, son travail est fini, même si ce n'est pas fini, parce qu'il faut encore négocier. Oui, alors du côté de la NVA, on va l'entendre tout de suite, on pointe la responsabilité des socialistes qui ne veulent pas de la NVA. Écoutez, Siltje van Harter, c'est la chef de file NVA en région bruxelloise. C'est toujours un extrait de notre émission Bonjour Bruxelles. Je n'ai même pas parlé avec M. Lauwers 1 minute. J'ai essayé de lui téléphoner. Il ne veut pas parler avec moi. Je suis quand même ministre flamande pour Bruxelles dans le gouvernement flamand. Est-ce que vous avez lu ma note politique ? Est-ce qu'il y a quelque chose de raciste là-dedans ? Est-ce qu'il y a quelque chose d'anti-bruxellois là-dedans ? Parce que c'est ce qu'il nous reproche. Je lui ai fait quoi ? Du côté néerlandophone, personne ne comprend le veto du PS envers moi, envers mon parti, envers du premier parti du pays. En fait, il veut humilier la NVA, il veut humilier le MR, parce que le MR ne peut pas aboutir apparemment pour le PS. Il veut humilier la coalition flamande, la majorité flamande qui s'est formée. Pourquoi ? Oui, donc pourquoi la question côté flamand, on ne comprend pas, on voit bien en tout cas dans le chef de la NVA et peut-être d'autres partis, on ne comprend pas l'attitude du PS. Ça reste un mystère ou c'est cette volonté Je pense que c'est quand même un sentiment partagé chez les néerlandophones qui ne comprennent pas, qui ne se parlent même pas. Donc ça c'est vrai. Après, oui, il a raison, ça c'est difficile à savoir. Pourquoi le PS ne veut vraiment pas ? Pour moi, je vois Lauwers aussi comme quelqu'un qui agit encore avec son expérience dans la Chambre, où il a, en tant que chef de groupe, affronté souvent la NVA, et qu'ici, à Bruxelles, c'est quand même différent. Et je pense que si on commence à parler avec Siltje van Harter, qu'elle mettra quand même de l'eau dans son vin pour parvenir à un accord. Mais je comprends aussi qu'il n'y a pas de confiance, que la NVA ne bloquerait peut-être pas le gouvernement à certains moments et que le fédéral rejoue un rôle dans le gouvernement bruxellois. Et je pense que c'est ça que le PS craint le plus. Oui, alors on pointe aussi la responsabilité du PS de ne pas vouloir se mettre à la table avec la NVA, de ne pas même vouloir parler, d'après ce qu'on entend dans la bouche de Siltje van Harter. La responsabilité du PS dans cette crise, quelle est-elle selon vous, Pascal Delouis ? Il est un acteur indispensable, il joue le même jeu que le CDNV, que l'OpenVLD, mais dans le rôle linguistique francophone. Et donc, je dirais, il porte un même niveau de responsabilité que ceux qui mettent une exclusive. Donc, c'est une responsabilité politique. Après, encore une fois, je l'ai dit tout à l'heure, on peut comprendre l'OpenVLD par rapport au CDNV dans la démarche initiale. On peut comprendre le PS par rapport à ce que fait l'Arizona par rapport à la région de Bruxelles-Capitale. Le point n'est pas spécialement de juger, n'est pas de juger. Politiquement, il y a plein d'éléments de compréhension de la situation. Ce qu'il y a, c'est que
les Bruxelloises et les Bruxellois ont besoin d'un gouvernement et que donc il faut que les acteurs évoluent et donc s'ouvrir politiquement. Le point pour le PS, bien évidemment, c'est qu'il a quand même reçu peu d'indications favorables de la constitution du gouvernement fédéral, peu d'indications favorables à Bruxelles de ce que veut faire le gouvernement fédéral. Et donc, et on lui demande d'introduire dans le gouvernement un acteur qui aurait un poids de veto, comme tout acteur dans un gouvernement, acteur quand même très peu présent à Bruxelles. Aucun conseiller communal aux élections du 13 octobre 2024. Oui. C'est quand même beaucoup demandé, quoi. Alors on essaye de se projeter dans l'avenir. Imaginons que demain, comme tout le laisse penser, David Leyster abandonne la partie, jette le gant. Qu'est-ce qui pourrait se passer, selon vous, Steven Van Gars, la nomination d'un démineur, d'un médiateur on arrive en terrain inconnu, on n'a jamais connu ça, donc c'est très difficile. On l'a déjà dit ici, le problème c'est qu'il n'y a pas vraiment quelqu'un au-dessus de la mêlée qui peut décider, qui peut prendre une initiative, donc c'est très difficile. Au niveau fédéral, il y a le roi, on l'a déjà dit, qui peut trouver des solutions, ça il n'y a pas ici. Donc moi je ne sais pas ce qui va se passer. Dans mes contacts aussi, je n'ai pas l'impression que... Personne ne voit de scénario de sortie de crise. Pas pour l'instant, mais demain, il y aura cette conférence de presse de Leyster. On verra si lui propose une solution pour l'après. Oui, et pour vous, ça pourrait être quoi, Pascal Delbutte? On dit parfois un gouvernement en affaires courantes pendant toute la législature. Est-ce que c'est réaliste, ça? Alors... Oui et non. Donc, par hypothèse, tant qu'il n'y a pas de gouvernement de plein exercice, et on en semble loin désormais, on va certainement plus se projeter comme la fois précédente. Donc, oui, c'est possible, mais réaliste, d'un point de vue réaliste, et de politique publique et budgétairement, c'est quand même très compliqué. Donc, moi, je n'exclus pas, mais ce sera bien sûr pas dans la conférence, j'imagine, pas dans la conférence de David Leyster, qu'on passe par un accord sur une ou deux personnes qui pourraient essayer de déminer, qui sont liées à aucun parti et qui pourraient essayer de déminer, bien sûr, un francophone et un néerlandophone. Une francophone, des personnes venues de l'extérieur, alors? Je dirais plutôt venues de la société civile. Il y a des personnalités de la société civile, francophones et néerlandophones. Bien sûr, ça ne doit pas se faire au devant de la scène, mais essayer au moins de faire un tour, voire de rassembler des personnes pour imaginer des scénarios, même si, il ne faut pas l'oublier, la charge reviendra toujours dans la formation du gouvernement au personnel politique, ça c'est évident, et à la nécessité d'avoir une majorité dans le rôle linguistique francophone, dans le rôle linguistique néerlandophone et à l'échelle du Parlement régional. Oui, on parle parfois aussi d'une région mise sous tutelle par le fédéral. On a entendu des constitutionnalistes dire que ce n'était pas possible, puisque constitutionnellement, ce n'était pas possible. Donc, même si le fédéral pourrait intervenir, ce serait limité également. Oui. Donc, il n'y a que deux domaines où le fédéral peut intervenir, c'est les ordonnances sur l'urbanisme et la mobilité. Donc, ça ne va pas changer grand-chose. Il y a encore une autre voie, c'est les prêts que la région de Bruxelloise fait. Dans la loi de financement, il y a un article qui dit que le fédéral peut refuser, par exemple, des prêts. Mais bon, c'est peu de choses. Ouais, donc une tutelle, ça c'est impossible. Oui, une tutelle, c'est impossible, mais malgré tout, vous constatiez en début d'émission cette mainmise du fédéral à un moment donné. Est-ce qu'elle pourrait finalement, d'une manière ou d'une autre, est-ce que le fédéral pourrait se mêler des affaires bruxelloises? Il s'en mêle, c'est même ça le problème. Donc, des acteurs du fédéral se sont mêlés de la formation du gouvernement bruxellois, et c'est un élément perturbateur évident. C'est un élément perturbateur évident. Donc je dirais, moins le fédéral s'occupera de la formation du gouvernement bruxellois, plus il a de chances d'aboutir, plus elle a de chances d'aboutir cette formation. Oui, alors vous le dites, plus de dates fixées aujourd'hui? Non. Non. Pour vous non plus, Steven Van Gars? Sauf qu'il y a Standard & Poor's qui va normalement donner une note sur l'état financier de Bruxelles, et ça c'est au mois de juin.
Et apparemment, donc déjà au mois de mars, ils veulent quand même avoir des chiffres. Et donc ça peut mettre une pression sur le gouvernement futur. Mais merci en tout cas pour cet éclairage. On suivra évidemment l'évolution de la situation politique en région bruxelloise. Demain, nous vous proposerons une édition spéciale à 17h. C'est l'heure prévue jusqu'ici de la conférence de presse de David Leister. Merci de nous avoir suivis. Très bonne soirée à tous.